vous soyez indulgents parce que c'est la première fois que je m'exprime comme ça devant un public nombreux pour moi. Donc si j'ai des trous, n'hésitez pas à me relancer ou quoi que ce soit et à me pardonner par avance. Donc je m'appelle Boris Drenek, je fais de la micro-édition mais c'est pas mon métier à la base, je suis graphiste. Donc mon parcours, j'ai une scolarité tout à fait moyenne. J'ai fait les beaux-arts, que j'ai arrêté avant la fin parce que j'avais pas l'envie de me consacrer un an à un projet pour passer mon diplôme. J'avais plutôt envie d'affronter le monde, de faire quelque chose, quoi. Voilà. Sans stratégie particulière, j'avais pas d'optique professionnelle, j'avais pas de plan. Voilà. J'ai commencé par... ah oui, non. Pendant mon année aux Beaux-Arts, c'est là que j'ai découvert la photo lors d'un échange Erasmus à Rotterdam. J'avais prévu de travailler dans la salle informatique, mais le jour où je suis arrivé, tous les ordinateurs étaient en néerlandais. Donc j'ai dit non, je ne vais pas faire ça. Et il y avait un labo photo qui était très accueillant. Donc je me suis acheté un petit appareil photo et j'ai passé 3 mois à faire des photos et à les tirer dans un magnifique labo couleur. Après j'ai laissé tomber la photo. Enfin, disons que j'ai mise de côté. Je n'ai pas poursuivi dans cette ligne parce que quand je suis rentré à Marseille, j'avais pas forcément de plan dans ce sens. Mais avec un pote, on s'est monté un petit atelier de sérigraphie dans mon appart et on faisait des t-shirts qu'on vendait en série limitée pour les amis. Voilà, j'ai essayé de faire du dessin et d'assurer mon quotidien avec ça, mais c'était pas évident. Du coup, comme c'était un peu les débuts, pour moi, les débuts de l'informatique, j'ai commencé à toucher un peu Photoshop, Express et compagnie. Et en fait, on me demandait beaucoup du graphisme. Donc je suis devenu graphiste comme ça. J'ai commencé par faire des flyers, des catalogues, mais pas du graphisme d'artiste, quoi, on va dire, du graphisme commercial, pur et dur, que ce soit de l'entête de lettres. Mais bon, ça m'a fait vivre pendant un moment. Au fur et à mesure, je me suis même, un peu perdu là-dedans. J'ai un peu confondu créativité et création, qui sont quand même deux choses tout à fait différentes. J'ai fini par pas mal bosser en agence, en free toujours, mais en agence. Donc là, c'était vraiment une période où je suivais le mouvement, quoi. J'étais pas très acteur de ma vie. J'avais des possibilités, des facilités, des portes qui s'ouvraient, j'allais dedans sans me poser trop de questions. Ça m'a fait un peu, m'écarter de mon travail de création, de dessin en tout cas. Parce que en agence de pub, la créa, c'est pas du dessin, quoi, du tout. Et j'ai fait ça pendant des années, et mon activité a commencé à faiblir, et j'ai même, à un moment, j'ai même été en CDI dans une boîte de presse. C'est une éclipse pour moi, vraiment de 5 ans en termes de créativité, même de création, quoi. C'était zéro. Je fais plus rien. Donc j'ai dit stop. Un jour, j'ai dit stop. Je suis revenu graphiste freelance, ce que je suis encore aujourd'hui. J'ai pas une activité de fou, hein, je bosse pas énormément, mais comme j'ai pas beaucoup de dépenses, ça me suffit. Et ça m'a permis de retrouver un travail de création. Un travail de création. Ah oui, j'avais des petits projets sympas, collaboratifs. J'ai eu un projet dans lequel j'envoyais des appareils photo dans le monde, des appareils photo jetables. Et quand ils me revenaient, je les postais sur un site internet. Malheureusement, le site internet est resté en ligne pendant très très longtemps, hébergé gracieusement par un participant au projet qui était en Hongrie.
Mais j'ai vu que le site est tombé. Il n'existe plus malheureusement. Je voulais en poster quelques pages. C'est comme ça. J'avais une bonne trentaine d'appareils photo qui sont partis. Il n'y en a pas une grande partie qui sont vraiment revenus. Mais c'était rigolo et ça m'a créé beaucoup de contacts avec des gens avec qui je suis toujours en contact. Salut. Bonjour. Et donc je me suis remis à la photo. Je me suis remis à la photo et je me suis mis aussi à beaucoup circuler à pied, marcher en ville. Je marchais en ville et je me suis intéressé. Je commençais à m'intéresser aux interstices, aux petites choses, aux choses devant lesquelles on peut passer maintes et maintes fois sans les voir. Ou quand on les voit, ben, du coup, c'est une espèce de petite épiphanie pour moi, en tout cas. Mais j'avais pas de projet particulier. Je le faisais comme on prend des notes sur la ville, on va dire. Donc j'ai accumulé pas mal de photos. Et voilà, j'aurais une petite citation de Taniguchi qui correspond bien au mood dans lequel j'étais à cette époque-là, quoi. La marche, c'était presque une forme de méditation, on va dire. Et méditation et d'état de réceptivité par rapport à l'environnement. Alors oui, je ne marchais pas dans les rues où il y a des vitrines avec des magasins qui sont là pour justement attirer l'attention. Je marchais plutôt dans des quartiers, des quartiers où les gens ne vont pas marcher d'habitude, quoi. Des quartiers où les gens vivent, comme par exemple, on va dire, la Caplette, la Belle de Mai. Mais pour moi, c'était plus intéressant parce que j'avais la possibilité de trouver des choses qui étaient pas là pour être vues, en fait. Voilà. Comme... comment dire, voilà. Donc j'accumule des images et petit à petit il y a des séries qui se créent, des sujets qui s'imposent à moi, en fait, des sujets qui se créent. Et alors je vais présenter mes publications dans l'ordre de publication qui n'est pas l'ordre dans lequel j'ai voulu y travailler, mais c'est plus simple et puis ça me permet d'évacuer ce projet-ci, Paysage sans intérêt, qui est un peu particulier parce qu'en fait, quand ma mère est décédée, j'ai récupéré plein d'archives, notamment des photos. Et dans ces archives, il y avait une enveloppe contenant une trentaine de photos qui était labellée Paysage sans intérêt. Paysage sans intérêt, pour moi, c'était pas possible. Donc j'avais ces photos et j'ai vraiment eu envie de leur redonner du sens. Pas le sens qui était celui qu'elles auraient dû avoir au moment où elles ont été prises, parce que je ne pouvais pas avoir accès à ces informations-là. C'est des photos anciennes qui datent des années 50 et des années 40. Mais j'ai créé des souvenirs, des faux souvenirs autour de ces photos. Et j'en ai fait un petit recueil photocopié qui fait 24 pages, dans lequel j'ai scanné les photos, je les ai numérisées. J'ai écrit des textes qui sont des fictions, mais qui sont inspirés par ces photos, de ce qui aurait pu être. Et quand donc la première édition de ce fanzine a été assez rapidement épuisée. Et je donnais une de ces photos, je les ai données avec tous les gens qui m'achetaient le fanzine. C'est des petites photos en noir et blanc. Et chacune des personnes qui m'achetaient la première édition, qui était cousue comme ça à la machine, une de ces photos pour peut-être créer une nouvelle vie encore au-delà de ce que j'ai fait.
Je l'ai réédité depuis, il y en a quelques exemplaires ici dispo, si quelqu'un veut les feuilleter après. Voilà. Ensuite, et c'est toujours pas le premier parce que le premier était un peu énorme, dans ma collection, je m'intéressais, j'ai été sensibilisé aux voitures qui sont réparées avec du scotch. J'appelais ça Tape Easy pour moi. Au début, je trouvais ça. Enfin, les premières, c'est un côté anecdotique. Puis, je me suis aperçu en les agençant en série que ben, ça va un peu plus loin. Pour moi, ça parle un peu du monde dans lequel on vit. Ça parle de la société, ça parle des difficultés qu'ont les gens avec le quotidien, avec ce qu'il faut faire pour se déplacer, ce qu'on est obligé parfois de faire. Et j'associe ça un peu, je ne sais pas si vous voyez l'art japonais du kintsugi, qui est de réparer les... On ne jette pas les choses quand elles sont usées, on essaie de leur redonner une vie, de leur redonner du sens. Elles ne perdent pas leur valeur, ces choses existent toujours, elles ont toujours leur pertinence, même si y a pas, on est loin des artisans japonais qui font ça avec une résine et de l'or, évidemment, mais voilà, c'est peut-être du kintsugi marseillais, on va dire. Pardon ? Ouais, voilà, c'est... Pas que marseillais, oui. Bon, moi, en fait, la majorité de mes photos sont prises à Marseille. Marseille et m'amuse. Les rues de Marseille m'inspirent bien. Et l'envie de déceler des interstices dans la routine dans lesquels je puisse m'enfuir, on va dire. Ne serait-ce que quelques instants, trouver un petit détail, une petite épiphanie comme ça, un truc. Voilà, donc je crée au fur et à mesure des collections. Mais j'ai pas commencé ça comme un projet en me disant je vais photographier toutes les voitures que je croise et je les réunirai dans un livre. Non, je l'ai fait et au bout d'un moment je me suis dit tiens, j'en ai pas mal, ça prend un sens, le fait de les présenter en série prend un sens un peu au-delà de l'anecdote, quoi, qui m'a plu. Voilà, en fait, ça, c'est le livre qui m'a orienté vers la micro-édition. Entre 2019 et 2022, je postais sur Instagram des photos, comme tout le monde, enfin comme beaucoup de monde, disons. Et un jour, j'ai cédé à l'injonction qui était d'écrire une légende. Quand, je ne sais pas si vous connaissez, mais quand vous postez une photo, il y a marqué « Écrivez une légende » Et j'y ai pris goût. Pendant 3 ans, chaque fois que je postais une photo sur mon compte Borborigme, où je poste des photos, j'écrivais une petite histoire qui allait avec. Toujours inspiré par la photo. C'est jamais dissocié, toujours inspiré par la photo, à tel point que j'avais créé un autre compte pour les photos que je postais qui n'avaient pas d'histoire, quoi. Donc c'était vraiment ça. C'était mon truc pendant ces 3 ans. Et je commençais par des petits textes et j'ai arrêté quand mes textes étaient trop longs pour Instagram. Parce qu'au bout de, je ne sais plus combien c'est, 1000 signes ou 2000 signes, ils disent non, c'est fini, vous ne pouvez plus écrire de texte dans cette zone. Donc, continuer le texte dans le premier commentaire, déjà, c'est pas évident parce que les gens n'ont pas beaucoup tendance à lire sur Instagram. Je me suis dit, bon, ok, la boucle est bouclée, j'arrête. Et puis les gens me disaient, mais ce serait cool que tu puisses les imprimer. Je disais, mais attends, où je vais trouver moyen de faire un livre de 400 pages que je pourrais imprimer et qui puisse être accessible, faire un truc qu'on puisse se payer. Parce que oui, tu fais un truc à 200 balles, non, c'est pas possible, quoi. Je voulais que ça reste accessible.
Et j'ai découvert un imprimeur qui s'appelle PixArt Printing, qui est bien connu de beaucoup de gens qui font du fanzine et de la micro-édition, qui est peut-être le seul. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, hein. Si quelqu'un en connaît d'autres, je suis preneur, mais je me suis dit, tiens, je vais aller voir, je vais aller faire simuler un devis, puisque c'est en ligne. On peut faire ses devis en ligne, il n'y a pas de, c'est pas compliqué, très simple. On choisit son papier, le nombre de pages, le type d'impression, dos carré collé, relié à graphe. Alors il n'y a pas beaucoup d'options, quoi, hein. On est dans un cadre très, très contraint parce que eux, derrière, je pense que les process de fabrication sont hyper contrôlés. Et je prépare mon truc, je dis putain, c'est faisable, merde, c'est possible. Et donc, je commence à me dire, je vais le faire. Sauf que le boulot n'était pas du tout organisé, quoi. J'avais 3 ans d'archives. Alors les textes, c'est facile, je retourne sur Insta, post par post, copier-coller, c'est pas un problème. Mais les photos pour moi, elles n'étaient pas rangées, elles étaient dans un vaste fatras de dizaines de milliers de photos. Et donc, c'est pour ça que c'est... Merci. Sympa. C'est pour ça que ça aurait dû être le numéro 1, mais c'est le numéro 3. C'est le numéro 3 parce qu'entre-temps, j'ai 2 autres projets qui me permettaient aussi d'avoir des respirations dans le boulot énorme de récupération d'archives et d'organisation, parce que je ne suis pas quelqu'un de très bien organisé en vérité. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Et donc le premier, en fait, lui, c'est un projet que j'ai mené vraiment très rapidement parce que l'enveloppe, je l'ai eue. J'étais dans une dynamique où j'écrivais beaucoup, donc les textes sont venus très facilement. Donc peut-être qu'entre le temps où je l'ai fait imprimer, c'est en photocopie noir et blanc, donc tout ça était fait très rapidement. Ça m'a peut-être pris une semaine, 15 jours, quoi, maxi. Le deuxième, c'était des archives dont je disposais et j'avais juste à les organiser un peu, donc c'était aussi assez facile. Il n'y a aucun texte il n'y a même pas un texte d'explication dans Tape It Easy. Celui-là, c'était un peu plus copieux. Donc j'ai fini par y arriver. J'ai fini par le faire imprimer. Il a été épuisé à 2 reprises. Et là, si ça vous intéresse de le feuilleter, j'en ai la 3e édition que j'ai fait refaire récemment lors d'une manifestation à laquelle j'ai été invité à Lorient en fin août. Un festival où il y avait eu en parallèle une expo consacrée à la micro-édition. Il y avait quelques gens qui font comme moi des petites éditions et des gens un peu plus sérieux, des vraies maisons d'édition, mais dans tous les cas dans des quantités très réduites. Souvent des petits fascicules, des petits volumes, voilà, des trucs un peu autour de la poésie, autour de la photographie, mais pour un public de niche, on va dire. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter sur ce projet? Voilà, donc ça a été très long et quand j'ai finalement réussi à le boucler, le faire imprimer et à le diffuser, j'ai eu une période de creux, on va dire. J'ai eu une période pour laquelle j'ai pas fait grand-chose, relativement longue quand même. Donc là, je vous passe quelques photos qui sont présentes dans le livre, qui peuvent être donc soit des paysages, soit des détails urbains, soit des abstractions même parfois. Et il y a dans ce livre... Ça t'a pas rapporté de thunes? Ça m'enrichit pas, non. Ça m'a permis de mettre en place d'autres projets. Je perds pas d'argent, on va dire, mais je compte pas là-dessus pour vivre. Il vaut mieux pas. Hein. Il vaut mieux pas, parce que dans micro-édition, il y a quand même micro, donc c'est des tirages entre 30 et 50, on va dire. Une fois que l'imprimeur est payé, C'est pas épuisable. si je les ai tous vendus, je rentre dans mes frais.
Si je ne les ai pas tous vendus, ben, j'attends de tous les vendre pour rentrer dans mes frais. Mais voilà, donc il y a dans ce travail de la photo aussi bien argentique, il y a du sténopé, il y a du numérique, il y a de la photo faite au téléphone. C'est pas mon problème. Enfin, je veux dire, c'est pas ma problématique. Moi, j'ai des appareils, j'ai un appareil dans la poche, je fais avec ce que j'ai. Si je suis en train de marcher, des fois un peu plus vite que de la simple errance, vite, je sors mon téléphone, pif, pif, paf, je fais 2 photos. Et elles ont autant leur place qu'une photo que j'ai pu mettre 1 heure à composer ou que j'ai faite au sténopé, qui sont totalement pas la même façon de regarder, mais qui peuvent aussi bien m'inspirer quand je les développe, quand je les scanne. Je dis tiens, pourquoi pas. Donc cette question de la technique, je l'ai vite évacuée, quoi. De même que j'évacue la question de savoir si je suis photographe, si je suis écrivain, ça m'importe peu en fait. Quand j'ai commencé à photographier, je me suis posé la question et je m'aperçois que c'est le genre de question qui me freine beaucoup. Donc je me dis, fais ce que tu as à faire, sors tes trucs, c'est bien, c'est pas bien, c'est technique, c'est pas technique, c'est pas technique, donc plutôt. De base, et je fais ce que je peux. Voilà. J'ai cette citation, je ne sais pas si je vous la laisse lire ou si vous voulez que je vous la lise, qui... Comment ? Leçon numéro 14. Prenons l'exemple d'un passant qui, ayant déterminé son action conformément à un projet élaboré le matin même, se promène avec un but précis sur la voie de circulation, clairement et rigoureusement délimité d'un trottoir urbain. Et supposons qu'il se trouve brusquement confronté à la présence négligeable sur la chaussée d'un talon aiguille noir. Présence absolument non prévue, mais tout aussi absolument non prévisible, et qu'il en demeure comme ensorcelé. Lui seul, précisons bien, et non pas les centaines d'autres humains qui, dans des dispositions d'esprit et de comportement analogues, ont vu le talon aiguille noir, mais qui, par un automatisme sans faille, l'ont renvoyé sur la voie de circulation marginale des objets curieux, mais fondamentalement impropres à pénétrer le système de l'attention, tel que celui-ci se met en place à un niveau pragmatique. Alors que notre homme, lui, brusquement soumis à cette épiphanie aveuglante, arrête son chemin, spirituel autant que non spirituel, parce qu'irrémédiablement arraché à lui-même par une image qui résonne comme un appel impossible à éluder, comme un chant capable apparemment de se reproduire en écho à l'infini. Je trouve que cette citation d'Alessandro Baricco, qui figure dans le livre City, décrit assez bien mon état d'esprit quand je vois ce que je dois photographier. J'ai pas de plan, il n'y a rien de prévu, mais les choses, souvent dans des interstices, voilà, un talon aiguille, ça peut être aussi bien cette paire de chaussures que j'ai photographié dans la rue, c'est la même chose, c'est pas un talon aiguille, peut-être je dois en avoir un de talon aiguille quelque part. J'ai pas pris le temps de le retrouver parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas très bien organisé dans mes archives. D'où l'intérêt de publier aussi, parce qu'une fois que c'est publié, les choses existent et sont retrouvables. Alors, passons à Capricum. Ça, c'est un projet qui contient, comme son nom l'indique, que des photos de poches de Capricum qui croisaient mon chemin. Je sais pas, ça c'est un projet, j'ai aucune idée, je sais pas pourquoi j'ai commencé à faire ça. Mais à un moment, elles se sont accumulées et j'ai commencé quand même à m'interroger sur, pas ma santé mentale, mais presque. Pourquoi En fait, je m'aperçois que pour moi, ça, au-delà de l'anecdote et de l'aspect évident de la pollution que ça représente, encore une fois, comme Tepitizi, je trouve que ça parle du monde dans lequel on vit, ça parle de notre société où on jette, enfin, les choses n'ont pas d'importance, quoi. Beaucoup de choses n'ont
pas d'importance une fois qu'on les a consommés, une fois qu'on s'en débarrasse sans plus s'en occuper, sans que ça existe, alors que voilà, ça continue, c'est là, c'est assez Marseille en fait, je pense. C'est assez certains quartiers de Marseille peut-être même. Alors moi, j'habite pas loin de l'Estac. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup sur la plage. Par exemple, la photo, celle-là, la photo qui fait la couverture, c'est la plage de Corbière, quoi. Un bon matin, quand je vais promener mon chien, voilà, il y a ça. Et donc ça me fait poser question. Encore une fois, c'est des interstices. La majorité des gens vont se dire ouais, ok, c'est dégueulasse. Moi, je le photographie et j'en fais un photozine. Et ben, en général, je le jette aussi. S'il y a une poubelle pas trop loin, je le prends, je le jette. Voilà. Ensuite, particules fines. Particules fines, c'est un travail qui est assez ancien, que j'avais exposé dans une expo collective en Lozère. C'est le résultat de la pollution sous les ponts d'autoroute. Alors il y en a, vous connaissez, à la Belle de Mai, sous l'autoroute Nord, sous l'autoroute Est, à la Caplette, sous... Ah, j'ai cru que c'était moi. C'est des endroits où on ne traîne pas en général, où on n'a pas de lieu de rester, à part... Enfin, il y a des gens qui y vivent, des gens qui vivent là, mais un jour j'ai regardé en l'air, je ne sais pas pourquoi, et j'ai vu ces abstractions, cette pollution et l'eau de pluie qui vient laver ça de manière en suivant l'architecture, quoi. Je suis l'architecture et je trouvais ça assez fascinant. Donc c'est un travail très, très compact sur un sujet. Ça c'est donc comparé à mes autres boulots, j'ai eu un sujet directement. Quand j'ai commencé à photographier ça, je me suis dit tiens, là il y a quelque chose que j'ai envie d'explorer et j'ai envie d'en tirer une série, quoi. Et ça, c'est imprimé en format tabloïd sur du papier journal, parce que je trouve que c'est... Enfin, déjà, j'avais envie de tester, j'ai découvert un nouvel imprimeur qui permet de faire ce genre de production. Ça m'intéressait pour des formats un peu plus grands que du simple livre. Et puis je trouvais que ça se prêtait bien, le sujet se prêtait bien noir et blanc. C'est peut-être un sujet la pollution, et qui devrait figurer plus souvent dans les journaux. On devrait y faire plus attention. Et en même temps, je trouvais ça intéressant parce que d'un côté, c'est horrible, et de l'autre, je trouve ça assez fascinant visuellement, quoi. Je trouve ça assez joli. Horriblement joli. Ensuite, ça c'est mon dernier livre. Il est sorti, je l'ai fini de le travailler cet été. À la base, c'est un projet assez ancien que j'avais eu quand je lisais le livre Chroniques martiennes de Ray Bradbury, parce que je lis pas mal et j'aime bien la science-fiction. Et donc je lisais ce livre et sans vouloir l'illustrer, mais comme je circulais beaucoup en ville, je me suis demandé s'il n'y aurait pas moyen en photographie de créer des paysages qui pourraient être des paysages martiens. Ça n'en est pas évidemment, hein. C'est Marseille intégralement, tout est photographié à Marseille. Mais voilà, donc c'est un projet que j'ai fait. Je lisais ce bouquin il y a une dizaine d'années, j'ai fait le projet, j'ai fait pas mal de photos que j'ai laissé dormir
comme souvent, en fait, souvent, je laisse dormir mes photos parce que je ne suis pas certain de ce que je fais. Comme je n'ai pas vraiment de projet et de planification, je les laisse dormir et je les ressors. Ça, c'est pris ici. Je les ressors longtemps après avec un regard neuf et je me dis est-ce que ça valait le coup de le faire et est-ce que ça vaut le coup d'en faire quelque chose aujourd'hui, c'est-à-dire de ne pas les laisser dormir sur un disque dur ou sur un compte Flickr, Instagram, peu importe. Donc ça, j'ai ressorti les photos, je me suis dit bah écoute, ouais, franchement, je trouve que ça se tient, ça vaut le coup. Mais j'ai eu envie de raconter des histoires avec ces photos que j'avais prises il y a 10 ans. J'en ai repris quelques-unes récemment. Et je me suis dit, mais est-ce que ça pourrait pas être sympa, donc dans cette thématique du rapport entre Mars et Marseille, de raconter des histoires donc, qui sont assez orientées science-fiction. Et à chaque fois, c'est pareil, des petites histoires. Alors là, il y a une thématique générale sur tout le livre, contrairement aux micro-fictions qui sont totalement indépendantes, même si certaines se répondent parfois. Là, il y a vraiment une thématique science-fiction autour de la vie sur Mars. Des gens qui vivaient là avant et peut-être des gens qui l'ont colonisé. Quelqu'un qui a lu le livre et qui est assez fan de science-fiction m'a dit que c'était un cousin éloigné du livre des Chroniques martiennes, que j'ai pas relu du coup pour pas me faire influencer. Voilà, j'ai fait un peu le tour de mes publications. Je peux... Qu'est-ce que je peux... J'ai quoi là? Ah oui, alors ça n'a pas donné lieu à des publications, mais j'ai aussi un travail graphique qui est lié au processus génératif, à l'art génératif. Et je crée en fait des règles, des règles dans lesquelles j'injecte des données aléatoires. Et avec une règle, chaque donnée aléatoire produit un résultat différent. Donc ça fonctionne pareil de manière sérielle. Mais bon, ça n'a pas donné lieu à un travail de publication, j'ai juste fabriqué des chaussettes, c'est rigolo. Parce que c'est un travail de recherche qui est encore en cours et qui n'est pas forcément abouti et dont j'ai pas forcément la colonne vertébrale pour qu'il soit publié d'une façon ou d'une autre. Mais ça c'est ce que je poste sur mon compte Insta Signal Faible, quoi. Donc c'est tout le fruit de... D'ailleurs, ça y est là aussi. Voilà. Non, ça c'est pour après. Si quelqu'un veut bien me poser une question. Quand Martin est venu... Allez, on va y aller, c'est rigolo. Après, vous pourrez me poser vos questions. Quand Martin est venu, Germain a posé une question qui m'a interpellé. Il m'a dit, mais est-ce que tu as déjà eu des échecs? Des échecs cuisants. Alors, cet échec dont je vais vous parler, il n'a rien à voir avec la micro-édition. Il n'a même rien à voir avec... Pardon? Rien à voir avec l'amour non plus. Non. À la fin de mes études aux Beaux-Arts, avec des potes, on essayait tout le temps de faire des trucs, des boulots. Au bureau des élèves, des fois, ils avaient des annonces pour des bureaux, pour des concours, des boulots. Et on aimait bien se jeter dessus comme ça, pour se frotter avec la réalité. Et un jour, on est tombé sur un concours. Alors, il n'était pas destiné aux étudiants de Beaux-Arts, mais c'était un concours destiné plutôt aux étudiants d'école de com, de communication. Mais il est arrivé jusqu'à nous et on s'est dit, viens, on le fait. Il nous restait peut-être une semaine ou 10 jours pour
pondre un dossier de com, un plan de com. C'était organisé par une agence de pub et la ville de Marseille pour créer une campagne de pub pour sensibiliser les gens à la propreté sur les plages. Donc on récupère le dossier qui décrit le sujet de la campagne et ce qu'il faut faire, le budget, tout ça. Et on commence à réfléchir dessus. Alors campagne, tu dis ouais, les 4x3, des annonces presse, putain on trouve rien, pas d'idée, rien. Ça nous inspirait pas quoi. Et je dis viens, on va sur les plages, on a fait quelques polaroïdes comme ça, quelques photos vite fait. Et il devait rester peut-être 2 jours, 3 jours maxi. Et on dit putain, on n'arrive pas à trouver un truc. Et on s'est dit tiens, viens, on va organiser un événement. On va organiser un événement sur un week-end et ce sera tout. Notre réponse au concours, ce sera ça. Donc on avait pris les chiffres qu'ils nous ont donnés, les statistiques, chaque tant de personnes, 3 tonnes d'ordures, chaque jour ramassées sur les plages, ce qui fait quand même une belle. Et on s'est dit on va faire un truc de land art, on va faire un tas de sacs poubelles de 3 mètres de haut qui représentent ce qui est ramassé tous les jours, un piédestal en marbre avec un sous-verre et une peau de banane et un mégot, et juste un panneau qui explique ça, quoi. Voilà. Tous les jours, il y a 3 tonnes d'ordures qui sont ramassées. Chaque personne qui vient là, ça représente quelques grammes, un objet, un truc jeté, une capsule de bière, un mégot, une peau de banane. Donc il y avait ce panneau d'information, ce piédestal, ce tas de fausses ordures. Et on avait prévu de recouvrir tous les cheminements en terre battue de bâches noires, de la bâche qu'on utilise dans les serres là, pour les plantations. Et les gens, avec de la peinture, pouvaient écrire leur nom sur les bâches. C'était pas prévu pour rester, parce qu'après, on marche, ça aurait été détruit très vite, mais on comptait sur un truc un peu événementiel qui aurait été relayé éventuellement après, mais ça, c'était incontrôlable, quoi. Et on fait notre dossier, on retouche nos Polaroids avec du Posca, on n'avait pas d'imprimante, on n'avait rien, des photocopies de photos fait au Posca, truc vraiment avec les moyens du bord, quoi. Même notre dossier, il était écrit à la main au Posca blanc sur du papier noir, parce qu'on n'avait pas d'imprimante, on n'avait rien, on a fait ça dans la nuit, la veille de le rendre, et on rend et on avait quand même pris le temps de faire un petit chiffrage qui était probablement un peu dans les choux, mais qui rentrait largement dans les clous, parce qu'on était loin du budget alloué possible pour la campagne de pub. Mais notre truc était là, quoi. Et on amène notre dossier, passe un temps, et dit voilà, venez pour la soirée, l'inauguration, les résultats du concours, et on a gagné. Putain, par rapport à tous des gens d'école de com qui avaient rendu des dossiers qui devaient faire 50 pages avec des Excel et des campagnes de pub chiffrées. Et nous, on est arrivés là, les 3 étudiants de Beaux-Arts, qu'est-ce qu'on fait là? genre le même de Travolta là, qui arrive, putain, oh les gars. Et on a gagné, donc cette poubelle que vous voyez à l'écran, c'était le trophée. Alors j'ai perdu la moitié, il était collé sur un plexi avec gravé. Il me reste que cette poubelle, les poubelles de l'agence X, ça s'appelait. Et donc, putain, génial, donc un peu de pognon, cool, c'est toujours bon à prendre. Et on gagne le concours quand même, ça va être un truc génial. On était grosso modo à 30% du budget alloué. Hein. Et la ville n'a pas réalisé le projet parce que la raison invoquée, alors on n'a jamais su plus, mais la raison invoquée, c'est on a peur que les gens pensent qu'on gaspille l'argent et que ça fasse de la mauvaise pub. Et donc le truc qui aurait pu franchement être un truc cool et génial pour nous, quoi,
pauvre étudiant de Beaux-Arts est tombé à l'eau. Ça en est resté là. Je m'en rappelle encore, c'était il y a 30 ans et plus, et je l'ai encore là. Ça, c'est un échec. C'est marrant. Pardon? Échec, C'est un échec. un échec. C'est un échec, ouais, c'est un échec, oui, parce que malgré le résultat du concours, le truc, C'est d'abord un succès. c'est un succès et un échec. Il reste plus parce que en fait, les quelques milliers de francs qu'on a gagnés à l'époque, ils ont vite été bouffés dans un loyer ou d'autres choses, voilà, comme n'importe quelle somme d'argent qui disparaît. Ça aurait été un souvenir qui serait resté, l'événement. Peut-être que ça aurait été un événement, peut-être que, je ne sais pas. Mais on était vraiment contents quand ils nous ont dit que vous avez gagné. Nous, on était super contents d'avoir ça qui allait pouvoir se réaliser, quoi. Mais non. Voilà. Ai-je d'autres choses? Non, voilà, c'est tout ce que j'avais prévu. Est-ce que j'ai parlé suffisamment? J'ai une question. Oui. Tu parlais de règles, tu définis deux règles et puis beaucoup de data, enfin je sais pas, Oui. Un exemple? Un exemple, par exemple, une grille on va dire de 5 colonnes par 5 lignes, avec donc chaque intersection est un point numéroté de 1 à 25. Je génère soit avec des dés, soit avec des séries aléatoires sur des sites une série par exemple de 5 nombres entre 1 et 25, et le trait que je trace relie ces... En fait, c'est un algorithme. C'est un algorithme, absolument, c'est un algorithme, mais On qui... pourrait faire ça avec l'intelligence artificielle, ça nous ferait du travail. à l'intelligence artificielle, peut-être. Alors, quand il a commencé à avoir des intelligences artificielles génératives, je me suis intéressé au truc. Je me dis, tiens, pourquoi pas? Il y a peut-être des trucs à faire. J'ai fait générer quelques images par Midjourney à l'époque. C'est rigolo, mais en tant que créateur, c'est vachement frustrant. En fait, t'es donneur d'ordre, quoi. T'es donneur d'ordre. Tu dis, fais-moi ça, et le truc te fait ça. Est-ce que c'est satisfaisant? Ah, c'est moi qui... Pardon. Est-ce que c'est satisfaisant en termes de création? Je trouve pas du tout, quoi. Donc j'ai mis ça de côté. Il y a plein de gens qui vont se faire bouffer par ça. C'est pas... Enfin, Ouais, donc tu fais un algorithme manuel. c'est manuel. Ouais, alors j'ai essayé de me mettre à processing. Je sais pas si... Oui. Je suis pas très compétent en création de code, donc j'étais très frustré par ce que j'arrivais à produire. En fait, j'arrivais à reproduire ce que des gens faisaient, à le modifier un peu à la marge, mais j'arrivais pas à faire ce que moi je voulais faire. Donc je suis reparti vraiment au début de cet art algorithmique, des artistes comme Vera Molnar, des artistes comme François Morlet qui ont pu faire des trucs comme ça, génératifs, avec des règles, peu importe les règles que tu t'imposes. Je donne un exemple. Il y a l'invention de la règle, et C'est puis... presque ça. Et quand tu présentes, tu t'expliques la règle? Non, je fais pas parce que Je parle pas assez fort. aujourd'hui, c'est un travail pour moi, c'est encore un travail de recherche, donc je connais mes règles. Après, je préfère moi-même des fois les oublier pour pas répéter trop ce que je fais. Donc je reviens, je réessaye des nouveaux trucs, je tente des choses. Mais tu as dit que tu les avais pas encore diffusés, on va dire. C'est diffusé sur mon c'est ça. compte Insta, quoi, sur mon Et compte là, Insta. dans la légende, tu mets la règle ou pas, non? Des fois, je mets une légende qui est sous forme de genre 5 par 5 par 4. Moi, je Tu sais, t'y retrouves. je sais ce que ça veut dire, mais c'est pas explicite. Non, je donne pas la règle explicitement. Je sais pas, je me suis pas, comme je dis, c'est un boulot de recherche. Je suis pas pour l'instant certain d'où je vais. Mais Je moi, suis- je trouve ça intéressant au niveau justement de l'algorithme manuel. Enfin, Oui. Parce que on Bah, parle toujours des algorithmes, mais on ne sait pas ce que c'est, quoi, en fait. C'est ça.
Oui, oui. Et puis finalement, quand c'est un code, il devient finalement tellement Abstrait, complet et compliqué que ça n'existe pas. voilà. Alors il y a des gens, hein, il y a des gens qui font des trucs très intéressants avec ça. Mais soit c'est des équipes avec des gens qui maîtrisent parfaitement le code. Alors oui, on pourrait dire je m'associe avec quelqu'un qui a une maîtrise parfaite du code, il dit voilà, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Pourquoi pas? Ça pourrait être une solution. Moi, là, pour l'instant, c'est des trucs que je fais dans mon coin par recherche, quoi. Donc, j'ai pas quelqu'un sous la main, toujours à côté de moi, me dire tiens, au fait, on pourrait faire ça. Et viens. Puis voilà, c'est une façon de procéder. C'est vrai que comme je bosse seul, je suis seul chez moi. J'aime bien pouvoir faire les trucs quand l'idée me vient. Donc, tiens, j'essaye, je fais comme ça. D'autres questions? Ou si vous voulez feuilleter les publications. Pardon, c'est mon fond d'écran, c'est mon écran de veille. Désolé. Ouais, j'ai une petite question. Oui, oui. Est-ce que tu accepterais peut-être de nous lire un texte de toi? Les gens N'importe lequel. Ouais. Oui, je peux en prendre un pratiquement au hasard. Je vais en prendre un qui est... Parce que tu as lu des auteurs et on a envie de... Ben, en fait, ah oui, pourquoi j'ai lu des auteurs? J'ai lu des auteurs oh putain, j'ai lu des auteurs parce que je me suis aperçu que mon inspiration est pas mal dans la littérature, en fait. Enfin, ça se voit dans les chroniques martiennes. J'aime bien écrire. Alors, j'ai pas de formation littéraire, hein, mais j'aime bien le faire, donc je me permets de le faire, même si c'est imparfait. Et qu'est-ce que j'allais dire? J'ai un autre compte internet qui est partagé avec une copine qui s'appelle Ligne et qui est aussi qui puise son inspiration dans la littérature, en fait, dans le titre d'un livre, en fait, dans un livre de Murakami Ryu qui s'appelle Ligne. Alors, les photos publiées n'illustrent absolument pas le livre, mais l'idée m'est venue, l'idée de ce conte m'est venue en lisant ce livre. C'est qu'en fait, toutes les photos de ce conte sont partagées en deux, verticalement, par une ligne, sont traversées par une ligne. Et on est deux à poster sur ce compte de manière transparente. Enfin, on ne sait pas qui fait quoi. C'est une volonté. On est deux, on est totalement raccord sur l'esprit qu'on donne à ce conte. Et peu importe de savoir qui a fait la photo. Moi, il y a des photos, quand je reviens en arrière, je ne sais même plus si c'est moi qui l'ai faite ou si c'est Gabrielle, qui est la fille avec qui j'ai ce conte. Et ça, je trouve, enfin, ça me plaît. Il n'y a pas d'ego, quoi. Il n'y a pas d'histoire d'ego. Mais ça aurait été bien de pouvoir montrer l'image. Il y aurait moyen, je sais pas. Ouais, mais est-ce que je vais la retrouver dans les 400 pages? Ça risque de prendre un peu de temps. Ah ouais, il y en a une qui y est, je sais qu'elle y est. Est-ce que je vais la retrouver? Mais est-ce que je vais pouvoir l'arrêter par contre? Ah merde, il n'y a pas de preview. Ah voilà. Merde! Putain. Désolé. Désolé.
Ah, Mathieu arrive dessus. non, j'arrive pas. Celle-là. Ouais, Va la photographier. ouais. Tu appuies sur le bouton pause. Ouais. En fait, quand je clique sur l'écran, normalement ça devrait mettre en pause, mais ça passe à l'écran suivant. C'est long, hein? Je voulais pas te. Non, 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 mais bon, et ça fait une pause. Ça me permet de... Toutes ces photos, ils sont dans le livre, mais je ne saurais pas les retrouver facilement, quoi. Il n'y a pas d'index. Oh. Ça, c'est après celle-là, je crois. Il me semble que c'est après celle-là. Non. Erreur. Fatale. Voilà, c'est celle-là. Alors, elle est recadrée hein, pour les besoins du diaporama. À l'occasion, nous nous égarions dans l'inconnu. Nous le désirions au minimum. Car dans l'inconnu, chacun peut devenir roi. D'un royaume infime, mais c'est déjà d'un monde. Parfois, un éclaireur nous laissait un signe, et ce petit message nous redonnait espoir. Voilà. Mais s'il y en a qui veulent en voir plus, je vous invite à feuilleter l'exemplaire de démo qui est là. Qu'est-ce que je Dans ce pourrais... cas, sur ce projet-là, Oui, pour toi, l'image L'image est aussi importante que le texte. L'image est prétexte pour le texte. C'est quoi le rapport pour toi intimement tissé entre les deux? Est-ce que tu pourrais aussi publier ces mêmes images sans les textes? je pense que oui. Tous les textes écrits dans ce recueil ont été inspirés par les images qui les accompagnent, tous. Il n'y a pas une photo qui a été faite par rapport à un texte. Il n'y a pas une photo que j'avais un texte et pour lesquels j'ai essayé de trouver un truc dans la rue ou n'importe où qui puisse coller à mon texte. Donc, que ce soit dans la rue, et parfois il m'arrivait de faire une photo avec mon téléphone et de me coller dans un coin parce que j'écrivais le texte direct et je le postais direct. Parfois c'est en scannant des photos, mais j'ai des photos qui n'ont pas de texte que j'avais publiées sur un autre compte. Et je pense, en tout cas, une partie des photos, une bonne partie des photos, notamment toutes celles qui sont en argentique, n'ont pas été faites en me disant il y aura un texte. Mais quand je les ai scannés, je les ai retouchés, je me dis putain, ça me sort. Ça me venait assez facilement. Je n'avais pas besoin de me dire est-ce que je vais décrire un truc sur cette photo, qu'est-ce que je vais écrire. C'est vraiment une écriture assez, pas automatique, je vais dire, mais très, très spontanée, très, très rapide, quoi, et très peu relue dans l'ensemble. Et C'est clair alors que pour toi, au début, n'était pas le verbe, mais l'image. l'image, oui. Mais l'image, quand même, est intimement liée au récit de cette image. Ce qui fait que quand même, dans pratiquement tous les cas, ça génère Oui. un texte. Ça l'inspire. Alors des fois, de manière, je ne vais pas dire descriptive, mais des fois, le texte, même on ne peut pas se dire le texte vient parce qu'il y a cet élément de la photo, ou des fois oui, des fois non, quoi. C'est vraiment, j'aurais du mal pour certains, j'aurais du mal, même peut-être aujourd'hui, en le reprenant, de me dire pourquoi ce texte m'est venu avec cette photo, mais sur le moment, ça me paraissait évident, quoi.
Ça m'a paru, enfin, je veux dire, c'est vraiment l'impulsion vient de l'image. Voilà. L'impulsion basique vient de l'image. Là où dans le travail graphique, à la fin, c'est un travail graphique très filaire, Ouais. tu n'as pas besoin de mots. Non, Là, non, il n'y a pas, autonome, ouais. et c'est presque comme si les traits remplaçaient l'écriture. Ça peut faire une forme d'écriture, effectivement, oui, oui, ça peut créer une forme de langage, peut-être, oui. Mais pour ce travail, enfin, je pense, enfin, l'esprit dans lequel je le fais, c'est vraiment produire un visuel qui se suffit à lui-même, quoi. Il n'est pas lié à une pratique littéraire ou quoi que ce soit, quoi. Le deuxième travail, d'ailleurs, ce sont les mots, je crois, c'est le travail des traces graphiques sous le pont, sous l'ouvrage d'art, où il y a très peu de texte. Il y a très peu de texte, ouais. Il y a un petit texte. Pivoté à l'image ouais. graphique. Oui, ouais, ouais. Le texte, je l'ai fait d'ailleurs longtemps après pour donner un cadre au projet pour les gens qui simplement feuilletteraient et diraient ah oui, d'accord, voilà, c'est ça. C'est presque plus une note d'intention rédigée a posteriori. C'est pas. Alors que là, là, on est vraiment dans la fiction, dans le texte de création, quoi. Contrairement à particules fines où c'est, on va dire, ouais, plus de la note d'intention, quoi, de la note explicative. Et j'ai une petite anecdote sur cette photo-là, qui est assez drôle. C'est une photo que j'ai faite il y a très longtemps, que j'avais postée à l'origine sur Flickr, qui est une photo faite avec un appareil compact. Mais je l'aime beaucoup déjà, bon, mais ça, c'est pas ce qui est important. Cette photo, elle a sa vie propre. Quand je l'ai postée sur Flickr, bon, moi, j'avais pas une communauté énorme sur Flickr. J'avais, on va dire, quand j'avais 50 likes sur une photo, c'était ouh. Mais un jour, sur un blog Tumblr, je suis tombé sur cette photo. Quelqu'un me l'avait piqué sans crédit, bien sûr, comme ça se fait beaucoup. Et la photo avait, c'était genre dans la foulée, hein, quelques mois peut-être maximum après, la photo avait 50 000 interactions entre les likes et les republications. Et je suis tombé un peu sur le cul, quoi. Je dis putain, mais ma photo, quoi. Et j'ai essayé d'envoyer un message à la personne. J'ai pas eu de réponse et puis je m'en suis pas préoccupé. C'était vraiment au début de mon parcours en photographe et je n'ai pas donné suite. Et récemment sur Flickr, parce que j'ai toujours le compte, je ne l'utilise plus, mais j'ai toujours le compte, et je reçois un message privé sur Flickr d'un mec qui me dit est-ce que c'est votre image? Est-ce que c'est vous qui avez créé cette image? Et en m'envoyant un lien vers un compte Insta qui avait reposté l'image. J'ai dit ouais, c'est mon image, c'est marrant, parce que cette image, elle a sa vie, j'ai plus aucun contrôle sur elle. Et je vais voir le compte Insta, j'ai envoyé un message, mais pareil, ils m'ont pas répondu. Et donc je lui dis ouais, c'est mon image, merci de l'anecdote et de me l'avoir pointé une autre personne qui l'a utilisé. Il me dit parce que en fait, il y a un artiste. Alors, je ne sais pas si je peux citer son nom, je ne vais pas le faire, c'est pas important. Un artiste qui est quand même assez renommé, qui a trouvé cette photo sur un, je ne sais pas où, sur un blog ou un truc comme ça, et qui l'a reproduite en peinture. Il en a fait une peinture en grand format, et je l'ai contacté. J'ai dit, bah écoutez, je sais que c'est difficile de retrouver les gens qui créent des choses qu'on trouve comme ça sur Internet. J'ai dit, mais c'est moi qui ai fait cette photo en 2009 à tel endroit. Et il m'a envoyé un message que j'ai trouvé assez émouvant. Il me dit, je suis super content, j'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé. Je suis content de savoir qui a fait cette photo. Et j'aimerais vraiment, si ça vous est possible, que vous
avoir un tirage de cette photo. Si vous pouvez m'en faire un tirage. Et moi, en échange, je vous donnerai un dessin que j'aurais fait inspiré par cette photo. Et j'ai dit, ben écoutez, ouais, ok, pas de problème. Et c'est en cours. J'ai fait les tirages et il est en train de faire son dessin. Et je trouvais que c'était assez intéressant. Et du coup, j'ai fait une recherche inversée sur Google. Et cette photo en est aujourd'hui à peu près à 630 000 interactions. Voilà. Non crédité. Je trouvais que l'anecdote était assez comique. On se posait la question si c'était le 205 ou le 305. C'est une Corsa, Opel Corsa. Moi, j'avais une petite question. Quand tu pars comme ça marcher, tu te mets dans une quête de trouver des choses, ou est-ce que tu marches et ton regard va s'arrêter sur quelque chose? Quelle est la... je suis assez curieux de connaître ta démarche, et s'il y en a une ou s'il n'y en a pas, et s'il y a déjà eu des moments où tu as fait demi-tour, le moment où tu marches et en fait tu te dis ah tiens. Oui. Alors, j'essaye de me mettre dans un état on va dire de réceptivité. Je cherche pas forcément des sujets, mais je marche pas très vite. C'est pas de la marche sportive ce que je fais. Je marche au hasard. Si j'arrive à un carrefour, je me dis tiens là, pourquoi pas, ça a l'air pas mal. Et donc j'essaye de me mettre dans un état, c'est pas de la méditation, mais dans un état où je me laisse guider par ce que je vois. Donc mon chemin se laisse guider par ce que je vois. Je vois des choses et je les photographie. Des fois c'est simplement, tu vois, ça peut être un graffiti qui me plaît, je photographie des graffitis, j'en photographie pas mal, mais je les photographie pas tous. J'ai pas envie, je suis pas là pour faire un catalogue, quoi. Je marche pas dans la rue en shootant tout. Souvent, c'est des trucs assez abstraits, des détails. Tu vois, une paire de chaussures qui traîne. Et pour reprendre la fin de ta question, oui, ça m'arrive de faire demi-tour. Ouais, ça m'arrive. Ça m'arrive de passer devant un truc, de sentir quelque chose et de marcher en n'étant pas sûr, puis je fais 10 pas, 15 pas. Je vais quand même y retourner. Je vais quand même y retourner. Et puis après, des fois, c'est rigolo parce que les gens me voient faire des photos dans la rue. Alors des fois, je me mets dans des positions pour bien prendre un angle qui me plaît mieux ou quoi. Puis genre, t'es là, tu photographies un canapé qui est sur le trottoir d'en face et les gens qui te regardent disent mais c'est pourquoi. Ça donne lieu à des interactions assez rigolotes des fois. Je photographie par contre très très peu les gens dans la rue, ou alors souvent de loin, qui ne soient pas reconnaissables. J'ai pas, enfin, déjà par exemple, je voudrais pas raconter des histoires par rapport à des photos de personnes. Pour moi, les personnes, elles ont leur vie, je ne vais pas leur apposer une fiction. C'est pas des acteurs, ils n'ont rien demandé. Je ne suis pas du tout dans la photographie de rue, de photographier les gens ou quoi. Je fais vraiment très très peu. Et comme je dis souvent, c'est quand il y a quelqu'un, c'est pour éventuellement mettre en valeur un élément du décor que je photographie plus que pour la personne elle-même, quoi. Je ne sais pas qu'il soit reconnaissable, pas. Je photographie pas les gens. D'ailleurs, j'ai un peu de difficulté déjà à mettre mon appareil photo sous le nez de quelqu'un et ça non, je ne sais pas faire. En fait, quand on observe ton travail, C'est pour moi un peu la démarche des situationnistes, des dérives urbaines. Ouais. Justement, ont des protocoles pour dire qu'il ne faut surtout pas aller d'un point A à un point B, mais se laisser dériver. Mmh. Sauf que tu as traduit cette démarche-là en visuel. Ouais. Pour revenir au texte, ce que eux avaient aussi comme outil de retranscription,
En fait, voilà, c'est une forme de situationnisme visuel. D'accord, je connais pas beaucoup les situationnistes, c'est intéressant. Il Ouais, faut se pencher là-dessus. ouais, parce que ouais, c'est vraiment bah, l'esprit même mm, avec lequel tu racontes. d'accord, C'est vraiment super. Bah, j'essaie de creuser un peu Et le. un peu ce que tu as évoqué toi-même, cette écriture automatique des Oui. surréalistes, là aussi encore avec un autre médium que eux ils ne mobilisaient pas tellement la photographie. Ouais, d'accord. Mais c'est vrai qu'en fait, moi je pense que j'ai fait un pas en avant dans la photographie grâce à la photo numérique. Parce qu'en fait, en argentique, enfin moi, hein, je sais pas tout le monde, mais moi je me demande beaucoup si je dois faire la photo ou pas. J'ai beaucoup de retenue en fait. Est-ce que la photo va valoir le coup? Parce que bon, le coût de l'argentique, c'est pas la même chose. Et puis il y a alors qu'avec le numérique, j'ai absolument pas cette retenue. J'ai des disques durs avec 50 000, 60 000 photos. C'est pas un problème. Et c'est vraiment, pour moi, merci numérique pour ça, quoi. Pour la facilité et le. Il n'y a pas de barrière entre est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire cette photo? Je la fais. Et bon, j'ai aussi cette espèce de technique, qui veut dire de laisser dormir les choses un moment et de les reprendre pour voir si elles valent que je les continue à les exploiter ou à les utiliser, ou si elles continuent à me donner satisfaction, on va dire, quoi, en tant qu'image. Des fois, ça arrive que non, quoi. Des fois, je dis celle-là, je ne sais plus pourquoi je l'ai faite. Et avant, je gardais tout. Maintenant, je commence à faire du tri parce que, en fait, l'ordinateur, il me dit mais c'est dur toutes ces photos à gérer derrière. Si elle est ok. Pardon? Tu en jettes? Ouais, j'en jette. J'en jette. J'en jetais pas au début. Maintenant, j'en jette beaucoup. J'en jette beaucoup. Donc tu commences à avoir des critères. Si elle me parle plus, si j'ai plus le lien que j'ai eu quand je l'ai faite, si je pense que j'aurai jamais l'occasion de l'utiliser, si je pense qu'elle est là à dormir et qu'elle restera à dormir sur un disque dur éternellement, tant que le disque dur tient, ça vaut pas le coup de la garder. Parce que, comme je disais, je suis pas très bien organisé en termes d'archivage. Imaginons qu'une thématique qui se dégage de mon travail se fait jour, a posteriori, un sujet, je me dis tiens, ça c'est un sujet, je sais que j'ai plusieurs photos qui en parlent, de naviguer dans cette masse de photos, c'est difficile. C'est difficile de retrouver des trucs. Quand je me rappelle d'une photo que j'ai faite, pour la retrouver, c'est difficile. Voilà. Alors j'ai quand même des dossiers classifiés pour des trucs dont je perçois que que je vais avoir besoin de les utiliser sous forme de série, mais c'est pas le cas pour toutes. C'est pas le cas pour toutes, et des fois quand je dois retrouver une photo, ça m'arrive de ne pas les retrouver. Voilà. Ça m'arrive. Donc aujourd'hui, mais c'est récent, c'est assez frais, je sabre. Quand je retourne dans des trucs de 2008, 2009, il y a des trucs. Mais il y a aussi des trucs, je me dis, tiens, ça, je l'avais déjà. Bon, pas les Capri Sun, mais les Tape It Easy, les voitures scotchées, en fait, j'en ai retrouvé des très vieilles photos qui ne sont pas dans le livre, mais c'est comme ça, c'est pas grave. J'essaye d'avoir un peu un détachement par rapport. C'est pas des œuvres, quoi. Surtout, quand j'ai commencé, j'étais vraiment dans l'esprit simplement de noter des trucs. Alors, sous forme de photo, c'est plus rapide que de s'arrêter de faire un croquis ou de s'arrêter de noter un truc dans un calepin. J'avais pas plus d'envie photographique que ça. Les choses j'avais pas de plan, quoi. Les choses se sont vraiment construites progressivement. Mais toutes tes photos sont toujours postées
posté sur Insta Non. Non, Non. pas forcément. Non, non, non. Il y en a plein qui y sont pas. Et puis sur Insta, aujourd'hui, je poste beaucoup moins parce que, enfin, je sais pas s'il y a des gens qui sont sur Insta ici, mais ça devient difficile quand on a, enfin, je sais pas, moi j'ai un peu plus de 1000 personnes qui suivent officiellement ce que je fais. Il y a quelques années, quand je postais un truc, j'avais des interactions régulièrement. Aujourd'hui, c'est très difficile et les derniers textes que j'ai vus là-dessus, c'est pathétique, quoi. Maintenant, Instagram, c'est un truc pour vendre du contenu sponsorisé et de la pub, quoi. Non, mais je trouve ça intéressant parce que tu vas aller immortaliser ce que les gens... Enfin, tu vas aller chercher quelque chose que les gens ne voient pas et à la fois tu leur... en fait, tu proposes à ces mêmes gens Ouais, c'est vrai. de s'arrêter pour voir ce qu'ils n'ont pas vu. Et je trouve ça, Ouais. je trouve ça hyper intéressant, Peut-être, cette démarche de... C'est vrai. Peut-être que c'est leur dire, les gars, vous n'avez pas vu ça, mais regardez ça. C'est pas si mal. Peut-être qu'ils l'ont vu, mais ils n'ont pas. Oui, bah, comme dans le texte d'Alexandre Aubaric, où les gens l'ont relégué, l'ont mis de côté. Tiens, un talon aiguille noir. Pouf. Puis moi, ça m'arrête. Moi, ça m'arrête. Et alors, je peux soit juste le photographier, soit en faire une petite histoire, soit... Voilà. Ouais, mais je trouve ça intéressant parce que cette image en est la preuve. C'est-à-dire que soit une personne va s'arrêter, c'est toi, et à la fois, il y a plus de 600 000 personnes qui vont être interpellées par cette même image. Ouais. Alors que dans le réel, ils ne l'ont pas été, et au travers de la photo, ils le Tout sont. à fait. Et je Tout trouve à ça fait. intéressant de... C'est des rencontres, en fait, parce Ouais. qu'en fait, tu donnes la possibilité d'une rencontre entre un détail que tu as vu et une personne que tu connais pas forcément et qui tombe là-dessus par hasard, quoi. C'est vrai, c'est... Bah, enfin, ouais, ça typiquement, c'est le genre de truc... c'est étonnant, quoi. C'est étonnant. Moi, je suis fasciné par la vie qu'a eu cette photo en dehors de... Bah alors, du coup, pour le coup, ouais, si, c'est en fait, de base, c'est moi, puisque quelqu'un l'a vu, l'a reposté, l'a trouvé digne d'intérêt, et de fil en aiguille, elle arrive à des scores que j'aurais même pas imaginé, quoi. Parce que moi, je reste quand même toujours resté dans une communauté assez réduite. Je sais pas, enfin, je fais pas de la photo spectaculaire, on va dire. D'où signal faible. Bon. Allez. Merci à vous tous d'être restés là malgré le froid. Et merci à l'échelle pour l'invitation. C'est très sympa et c'était un plaisir de pouvoir présenter mon travail devant vous.